Il y a des jours qui semblent tout à fait normaux. Tu te réveilles, tu prends ton café, tu enfiles ton vêtement préféré, tu fais des projets. Tu crois que tout va bien. Mais, sans prévenir, il y a ce moment. Un choix. Une phrase. Un regard. Et pouf, tout bascule. C'est exactement ce qui lui est arrivé. Elle voulait juste passer un week-end tranquille, faire une pause dans la routine, respirer un peu d'air frais. Mais elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait dans ce petit village charmant du sud de la France. Ce qui devait être un simple voyage est devenu un tournant dans sa vie. Un point de non-retour. Et toi, qu'est-ce que tu ferais si on te laissait complètement seul, dans un endroit inconnu, sans argent, sans amis, et sans parler la langue locale? Eh bien, c'est exactement de ça que parle cette histoire. Mais pas seulement. C'est aussi une histoire de découverte, de courage et de nouveau départ. C'est une histoire pour ceux qui, au moment où tout semble perdu, retrouvent enfin qui ils sont vraiment. Si tu aimes les histoires vraies, celles qui touchent le cœur, qui te font réfléchir sur la vie, l'amour et même ta foi. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche. Tu ne veux surtout pas rater ce qui arrive ensuite. Je m'appelle Isadora Martins, je suis brésilienne, designer d'intérieur, et j'ai 32 ans. Je pensais que j'avais tout pour être heureuse, un mari élégant, un appartement charmant à Paris, des dîners chics, des amis influents, des voyages en Europe. Mais parfois, le plus beau des tableaux peut cacher une toile fissurée. Tout a basculé un samedi d'été, sous le soleil brûlant de la Provence. Mon mari, Antoine Morel, m'avait proposé une escapade romantique avec ses amis dans une petite ville du sud de la France, Gordes, un village perché entre lavande et olivier. En réalité, ce n'était pas vraiment un voyage pour nous deux, mais plutôt une retraite masculine, à laquelle j'étais ajoutée comme un accessoire. Je l'avais suivi, pensant qu'on pourrait se retrouver un peu. Mais j'étais naïve. Comme toujours. T'es pas obligé de venir si tu veux pas, m'avait-il lancé d'un ton détaché, la veille du départ. Mais bien sûr que j'étais venue. Parce que j'avais peur que s'il partait sans moi, il ne revienne pas. Nous étions arrivés dans cette ville de cartes postales, où tout semblait parfait, sauf moi. Dès le début, je m'étais sentie en trop. Les blagues de ses amis ne me faisaient pas rire, les discussions tournaient autour de vieux souvenirs universitaires auxquels je n'avais aucun accès. Antoine riait fort, il buvait encore plus fort. Et moi, je me contentais de sourire poliment en espérant que le week-end passerait vite. Le drame a éclaté sur la terrasse d'un café, juste après le déjeuner. Tu pourrais arrêter de boire autant? Avais-je demandé, la voix douce mais ferme. Encore? Tu veux vraiment gâcher le week-end de tout le monde? Avait-il répliqué, le regard déjà vitreux. Ce n'est pas drôle, Antoine. Tu n'es pas toi-même. Il avait ri, un rire sec, moqueur, qui me glaça le dos. C'est toujours pareil avec toi. Tu veux tout contrôler. Tu n'es jamais contente. Tu me fatigues. Ses amis, eux, riaient. Pas un n'avait levé le petit doigt. Je m'étais levée, le cœur serré, décidée à rentrer seule à l'hôtel. Mais avant que je ne fasse 3 pas, Antoine m'avait rattrapé. Tu sais quoi? T'as ton sac, ton téléphone, tu es une grande fille, tu vas te débrouiller toute seule. Amuse-toi à jouer les aventurières, ça te fera du bien. Il avait balancé les clés de la voiture à Julien, son ami d'enfance, et tous étaient montés dans le véhicule de location. Je croyais encore à une blague de mauvais goût. Mais quelques secondes plus tard, le moteur avait rugi, et les pneus avaient crissé sur les pavés. « Antoine !» criai-je en courant derrière la voiture. « Antoine !» Rien. Juste leur rire à travers la fenêtre ouverte. Et moi, planté là, dans une robe d'été froissée, des sandales fines aux pieds, seul au milieu de cette petite ville que je ne connaissais pas, avec un nœud au ventre et une certitude, ce n'était pas une farce. J'ai attendu. 20 minutes. 1 heure. 2. Le soleil commençait à descendre, les touristes quittaient les ruelles, les terrasses se vidaient peu à peu. Mes appels allaient tous sur la messagerie. Mes textos? Lui. Pas de réponse. À 20h47, j'ai compris qu'il ne reviendrait pas. Je n'avais sur moi que 65 €, un vieux téléphone à moitié chargé, et aucun papier d'identité. Antoine les gardait tous, par sécurité, disait-il. Je n'avais même pas le nom de notre hôtel exact. Rien. Juste moi, et ce sentiment étrange d'avoir été effacé.
Je me suis assise sur un banc, le cœur brisé, les mains tremblantes. Ça va, madame? M'a demandé une dame âgée en s'approchant doucement. Elle avait une canne, un panier en osier, et un accent chantant typiquement provençal. Elle n'attendait pas vraiment de réponse, mais son regard inquiet m'a fait fondre en larmes. J'ai été laissée ici, par mon mari, murmurai-je entre deux sanglots. Il est parti. Elle n'a rien dit, elle a juste tendu un mouchoir propre, puis elle a pointé une petite auberge au coin de la rue. Parlez à Baptiste. Il saura vous aider. Je ne savais pas si je devais lui faire confiance, mais je n'avais pas d'autre option. L'auberge était modeste, avec des volets bleus délavés et des géraniums sur le rebord des fenêtres. À l'intérieur, une odeur de soupe et de bois humide flottait dans l'air. « Bonsoir », dit un homme à la barbe grise derrière le comptoir. « Vous cherchez une chambre ? Juste, une nuit. Je n'ai pas beaucoup de moyens. » Il m'a regardé longuement, puis a hoché la tête. « J'ai une chambre au dernier étage. C'est petit, mais propre. Je peux vous faire un prix. » Il m'a tendu une vieille clé en fer. Je l'ai remercié d'une voix brisée. La chambre était minuscule, avec un lit étroit et un lavabo qui fuyait. Mais pour moi, c'était un château. Je me suis effondrée sur le matelas en pleurant toutes les larmes de mon corps. Le lendemain matin, la lumière du soleil traversait les rideaux jaunes, m'aveuglant. J'avais l'impression d'avoir vieilli de 10 ans. J'ai regardé mon téléphone. Toujours aucune réponse. Tous les contacts liés à Antoine étaient bloqués. J'étais comme effacée de leur monde. J'ai enfilé ma robe froissée et suis descendue dans la rue. Mon estomac grognait, mais je ne voulais pas dépenser mes derniers euros. J'ai marché longtemps, sans but, longeant les murs en pierre, croisant des gens qui me saluaient poliment sans savoir que j'étais une femme abandonnée. Au détour d'une ruelle, l'odeur d'un pain chaud m'a attirée. Je me suis arrêtée devant une petite boulangerie, hypnotisée. « Vous voulez goûter ?» a dit une voix douce derrière moi. Une femme d'une 60aine d'années me tendait une brioche dorée. Elle avait des cheveux argentés en chignon, un tablier taché de farine, et des yeux bleu pâle très perçants. Je n'ai pas assez d'argent. Elle m'a simplement souri. On ne laisse pas quelqu'un mourir de faim ici. Venez. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Suzette Vallon, la femme qui allait bouleverser ma vie. Chez elle, c'était un autre monde. Une vieille bastide au milieu des champs, envahie de fleurs séchées, de flacons de verre, d'herbiers et d'arômes suspendus dans l'air. Elle fabriquait des parfums. Des vrais, à l'ancienne. J'ai tout appris de ma grand-mère, disait-elle en me montrant ses essences. Ici, chaque senteur raconte une histoire. Je suis restée là 3 jours, dormant sur le canapé, l'aidant à étiqueter des fioles, écoutant ses anecdotes sur le village, sur la lavande, sur le temps qui passe. J'avais l'impression de respirer pour la première fois depuis des années. « Et si tu restais ?» m'a-t-elle proposé un soir. « Juste pour l'été. Tu pourrais m'aider avec la boutique. Et t'aider toi-même. » Je l'ai regardée, bouleversée. « Mais je ne connais rien au parfum. Tu apprendras. Tu sens la vie, Isadora. C'est tout ce qu'il faut. » À la fin de cette première semaine, j'ai envoyé un dernier message à Antoine. « Tu m'as laissé comme une valise oubliée. Tu n'auras plus de nouvelles de moi. Et je ne veux plus jamais avoir des tiennes. » J'ai éteint mon téléphone. Pour de bon. J'étais encore fragile, mais quelque chose en moi s'éveillait. Une petite flamme. Et cette flamme allait bientôt devenir un incendie. Cela faisait maintenant 8 jours que j'étais arrivée dans ce petit coin de Provence. 8 jours depuis qu'Antoine avait disparu dans le virage, me laissant comme une vieille paire de chaussures au bord de la route. Et pourtant, j'étais encore là. Vivante. Debout. Fragile. Certes, mais debout. Suzette, elle, ne m'avait jamais posé de questions directes. Elle savait, par intuition, par expérience, ou simplement parce que certaines douleurs ne demandent pas de détails. Elle m'avait accueilli avec cette douceur un peu rude qu'ont les femmes qui ont survécu à plus d'une tempête. Son parfum était toujours le même, lavande, miel et quelque chose de plus profond, presque boisé. Elle n'en changeait jamais. Tu sais, m'avait-elle dit un matin en versant du café dans une tasse ébréchée, les femmes comme nous, on est comme la lavande. On pousse sur des terres dures, on résiste à tout, et on finit par parfumer le monde entier. J'avais souri, même si je ne savais pas encore si je croyais à cette belle image. Elle m'avait proposé de rester encore un peu. Pas gratuitement,
Bien sûr. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider avec la boutique. Les touristes commencent à arriver. Et puis, j'ai mal au genou, avait-elle dit en haussant les épaules. Si tu veux, je peux t'apprendre. J'avais hésité. Mon instinct me disait de fuir. De repartir à Paris, ou même de rentrer au Brésil. Mais mon cœur, lui, me suppliait de rester. Juste un peu plus longtemps. Juste pour voir. Alors j'avais accepté. Et c'est comme ça que je suis devenue, du jour au lendemain, assistante parfumeuse à mi-temps, serveuse de tisane à plein temps, et confidente improvisée d'une femme que je connaissais à peine mais que j'admirais déjà profondément. Le matin, nous nous levions tôt. Suzette portait toujours le même chapeau en paille, usé jusqu'à la corde, et des bottes de jardin ridiculement grandes. Moi, j'avais abandonné mes sandales de ville pour des baskets trouvées au fond d'un placard. Nous traversions les champs de lavande en silence, juste accompagnés du bourdonnement des abeilles et du chant des cigales. Elle me montrait comment couper les tiges sans les abîmer, comment les faire sécher à l'ombre, comment reconnaître la lavande vraie de celle qui ne vaut pas grand-chose. « Tu veux faire du parfum ?» m'avait-elle demandé un jour en me tendant une brassée de fleurs. « Je ne sais pas » avais-je répondu. « Je veux juste faire quelque chose de vrai. » Elle avait hoché la tête, satisfaite. « Alors tu es au bon endroit. » La boutique de Suzette s'appelait l'Essence des Saisons, une petite échoppe en pierre, encastrée entre une fromagerie et une galerie d'art. De l'extérieur, elle ressemblait à une autre carte postale provençale. Mais dès qu'on passait la porte, c'était un autre monde, des flacons en verre, des bouquets de fleurs séchées, des fioles d'huiles essentielles, et ce parfum, ce mélange d'herbes, de fleurs et de mystères. Je l'aidais à tenir la caisse, à organiser les étagères, à accueillir les curieux. Et peu à peu, les gens du village avaient commencé à me reconnaître. C'est la nouvelle de Suzette, non? Elle parle avec un petit accent. Charmant, non? Elle a l'air triste, mais forte. Je me sentais encore comme une étrangère, mais plus comme une intruse. Un jour, un jeune homme est entré dans la boutique, grand, les cheveux en bataille, les mains pleines de peinture. Mémé, tu m'as encore piqué mes pots d'argile pour tes plantes. Il s'est arrêté net en me voyant derrière le comptoir. Ah, pardon. Tes nouvelles? Je n'ai même pas eu le temps de répondre. Suzette était sortie de l'arrière-boutique comme un boulet de canon. Julien, arrête de râler. Et dis bonjour correctement. Il m'a lancé un regard en coin. Bleu-vert, intense. Et un petit sourire narquois. Enchantée, mademoiselle l'étrangère. Isadora, ai-je répondu, un peu piquée par son ton. Brésilienne, hein? J'aurais parié. Ah bon? Pourquoi? Parce que tu tiens un flacon comme une fille de la mer. Et que t'as le regard d'une femme qui cache un volcan. Je ne savais pas si c'était un compliment ou une insulte, mais j'avais rougi malgré moi. Suzette avait soupiré. Julien est mon petit-fils. Il vit entre ici et Marseille. Artiste raté à ses heures. Pas raté, mémé. Libre, avait-il corrigé en me lançant un clin d'œil. Julien est revenu plusieurs fois dans les jours suivants. Officiellement pour récupérer des affaires, officieusement pour me provoquer un peu. Alors, toujours en exil volontaire? M'avait-il demandé un soir en m'aidant à ranger des pots. Ce n'est pas vraiment un exil si on a été largué comme un colis, ai-je répondu sèchement. Il avait haussé les sourcils. Ouch. Il est con, ton ex. Tu le connais pas. Pas besoin. Un type qui abandonne une femme comme toi est forcément con. Silence. Merci, ai-je murmuré. Et là, quelque chose a changé dans son regard. Ce n'était plus du flirt, ni de la moquerie. C'était de la reconnaissance. Il voyait. Il comprenait. Même sans tout savoir. Un matin, alors que je préparais des sachets de lavande pour une commande, Suzette est arrivée avec une boîte à chapeau ancienne. « J'ai quelque chose pour toi », dit-elle en soufflant un peu. À l'intérieur, il y avait un flacon en verre soufflé, vide. « C'est à toi, maintenant. Pour ton premier parfum. Mais, je n'y connais rien encore. Tu apprendras. Tu as l'âme. Le reste, ce sont des formules. » Je n'ai pas osé la contredire. J'ai juste serré le flacon contre moi. Les jours passaient, remplis de gestes simples.
préparer des commandes, répondre aux clients, apprendre les senteurs, découvrir les plantes. Petit à petit, je me sentais renaître. Mon corps s'habituait à la chaleur, mes mains devenaient plus fermes, mes pensées moins brumeuses. Un soir, en rentrant de la boutique, Julien m'attendait sur le muret, une guitare sur les genoux. « T'as l'air différente », dit-il sans me regarder. Différente comment ? Comme une fleur qui avait oublié qu'elle pouvait encore pousser. Je me suis assise à côté de lui. Il a commencé à jouer une mélodie douce, presque triste. « C'est toi qui l'as écrite ? » ?»« Oui. Pour une fille qui croyait qu'elle était une ombre. »« Elle l'est toujours ? » Il m'a regardé. « Non. Elle est en train de briller. » Je n'ai pas répondu. Mon cœur battait un peu trop vite. Je n'étais pas prête pour une autre histoire. Pas encore. Mais ce regard, ce sourire discret, cette musique, c'était peut-être le début de quelque chose. Ou juste la preuve que j'étais encore capable de ressentir. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour continuer à avancer. L'été avançait doucement, enveloppant la Provence d'une chaleur moelleuse et parfumée. Les champs ondulaient sous le vent, la boutique de Suzette tournait à plein régime. Et moi, je commençais enfin à respirer autrement. Chaque jour, je m'éloignais un peu plus de l'ancienne Isadora. Celle qui se perdait dans les dîners mondains, dans les regards froids d'Antoine, dans une vie taillée pour lui, jamais pour moi. Et pourtant, comme une mauvaise herbe, le passé s'est toujours retrouvé son chemin. Tout a commencé un mardi matin. Je préparais une nouvelle vitrine, pleine de fioles colorées et de fleurs séchées, quand Suzette est entrée précipitamment dans la boutique. Son visage, d'ordinaire si serein, était fermé. « Il y a un homme qui t'attend dehors », dit-elle en posant lentement sa main sur mon bras. « Un Parisien. » Mon cœur s'est arrêté. « Il est élégant. Trop élégant pour ici », ajouta-t-elle avec une moue. Je suis sortie. Et là, comme sortie d'un cauchemar habillé en lin blanc, Antoine se tenait devant moi, les mains dans les poches, les cheveux soigneusement coiffés, les lunettes de soleil sur le front. « Isadora », dit-il en me regardant droit dans les yeux. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je lancé, la voix tranchante. « On peut parler ? En privé ? » Non. Il a levé les yeux vers la boutique. « Vraiment ? Tu veux qu'on discute ici, au milieu des lavandes et des savons ? » Je n'ai pas bougé. Il a soupiré, agacé. « Très bien. Alors je parle ici, devant les fleurs. » Il a sorti quelque chose de la poche intérieure de sa veste. Une enveloppe. « Tu m'as bloqué partout. Tu ne réponds plus à personne. Tes parents sont morts, tes amis ne savent pas où tu es, et... » Il s'est interrompu, sentant peut-être qu'il allait trop loin. « Je veux juste discuter. Ce n'était pas censé aller aussi loin. » J'ai froncé les sourcils. « Tu veux dire, m'abandonner en plein village, sans argent, sans papier. C'était une petite blague qui a mal tourné ? C'était une erreur. Une énorme connerie, je l'admets. Mais bon Dieu, Isadora, tu m'as quitté sans rien dire. Tu m'as fait passer pour un monstre. Tu n'as eu besoin d'aucune aide pour ça, Antoine. Tu t'es très bien débrouillé tout seul. » Il s'est approché d'un pas. « Écoute. Je suis venue parce que j'ai besoin de toi. » Je l'ai regardé, interdite. « Tu te rends compte de ce que tu viens de dire ? C'est compliqué. Il y a que des papiers. Des documents à signer. Des histoires de copropriété au Brésil. Et il me faut ta signature. » J'ai eu un rire sec. Froid. « Donc ce n'est pas pour moi que tu es venu. C'est pour mon eau. » Il a reculé, légèrement déstabilisé. « Isadora, tu es en train de vivre dans une bulle. Tu penses que cette petite boutique, ces gens, cette région, c'est ta vraie vie ? Tu vas t'ennuyer. Regarde-toi. Ce n'est pas toi, tout ça. » Et là, avant même que je puisse répondre, Julien est apparu derrière moi. En chemise en lin, les mains tachées de peinture, comme toujours. Il s'est arrêté, m'a regardé, puis a regardé Antoine avec un calme glacial. « Tu dois être le mari disparu, » dit-il d'un ton neutre. Antoine le toisa. « Et vous êtes ?» Celui qui ramasse les morceaux qu'un imbécile a laissés derrière lui. Je n'ai même pas eu besoin d'intervenir. Le silence qui suivit était lourd, presque sacré.
Antoine a tourné les talons. Tu as 3 jours, Isadora. Je reste à l'hôtel du village. Réfléchis. Pour toi. Pas pour moi. Le soir, j'étais assise dans la cuisine, les mains autour d'un bol de tisane, pendant que Suzette préparait une omelette. Tu vas signer? Demanda-t-elle sans détour. Je ne sais pas. Il a dit que c'était pour régler des choses au Brésil. Elle s'est arrêtée. Et tu le crois? J'ai baissé les yeux. Non. Silence. Puis elle a repris ses gestes, lentement. Il est venu pour reprendre ce qu'il pense lui appartenir. Pas parce qu'il t'aime. Pas parce qu'il s'en veut. Les hommes comme lui ne regrettent que quand ils perdent le contrôle. Le lendemain, alors que je mettais en place la vitrine, Julien m'a rejoint dehors. Tu comptes partir avec lui? Demanda-t-il sans détour. Non. Mais je dois comprendre ce qu'il veut vraiment. Il hocha la tête, puis baissa la voix. Isadora, je dois te dire un truc. Je me suis figée. Quoi? Il passa la main dans ses cheveux. Je connais Antoine. Depuis longtemps. Quoi? On a grandi dans les mêmes cercles. Nos familles se croisaient. En fait, Il s'interrompit. Hésita. Puis lâcha. Il est mon demi-frère. Le monde s'est arrêté de tourner pendant une seconde. Pardon? Nos pères sont le même homme. 2 mères différentes. 2 histoires. 2 fils qui ne se sont jamais aimés. On a été en compétition toute notre vie. Et quand j'ai su que tu étais sa femme, j'ai voulu t'éviter. Puis j'ai appris ce qu'il t'avait fait. J'étais sous le choc. Tu le savais depuis le début? Il hocha la tête. Et tu n'as rien dit? Je ne voulais pas que ça te brouille. Je voulais que tu me voies pour ce que je suis. Pas comme un autre Morel. Je suis restée silencieuse. Je suis désolée. J'aurais dû te dire. Mais je te jure, Isadora, ce que je ressens pour toi, ce n'est pas un jeu. Ce soir-là, j'ai dormi très peu. Les souvenirs de mon mariage, de ma chute, de ma fuite, tournaient en boucle dans ma tête. Et au milieu de ce chaos, Julien et Suzette, et cette vie que je commençais à construire. Une vie où j'étais enfin moi-même. Mais si Antoine voulait vraiment reprendre le contrôle, s'il allait plus loin que des mots, je devais prendre une décision. Une vraie. Définitive. Le lendemain de la révélation de Julien, j'avais le cœur en vrac. J'avais passé la nuit à tourner dans mon lit, à me repasser en boucle ces mots. Il est mon demi-frère. Comment un seul aveu pouvait-il bouleverser autant de choses? Je ne savais plus ce qui était vrai. Est-ce que Julien m'avait approché parce qu'il s'intéressait à moi? Ou parce que j'étais liée à Antoine, ce frère qu'il méprisait? Mais dans ses yeux, je n'avais jamais vu autre chose que de la sincérité. Et pourtant, le doute était là, rampant, collé à ma peau comme la sueur dans cette chaleur provençale. Au petit matin, j'ai retrouvé Suzette dans le jardin, occupée à pincer les feuilles de ses géraniums. « Tu n'as pas dormi ?» constata-t-elle sans me regarder. « Julien, il m'a caché qu'il était le demi-frère d'Antoine. » Elle s'est figée. « Juste une seconde. Il te l'a dit, finalement, murmura-t-elle. « Tu le savais ?» Elle a hoché la tête. « Il me l'a dit peu après ton arrivée. Il ne voulait pas que tu te sentes trahi. » Je me suis assise sur le banc de pierre, vidé. Alors tout le monde savait sauf moi. Ce n'est pas une conspiration, ma chérie. C'est juste la vie, avec ses nœuds. Parfois, on ne sait pas comment les défaire sans faire plus de mal. Elle s'est tournée vers moi, les mains pleines de feuilles odorantes. Tu lui fais confiance? Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai soufflé. Je ne sais plus. Plus tard dans la journée, alors que je tentais tant bien que mal de mélanger des huiles essentielles pour un nouveau test de parfum, Julien est apparu dans l'arrière-boutique. Il avait l'air nerveux. « Tu veux bien me parler ?» J'ai levé les yeux, les mains tremblantes au-dessus des fioles. « Je ne sais pas, Julien. Tu m'as caché quelque chose d'énorme. Et maintenant, je me demande si tout ce qu'on a partagé était sincère ou stratégique. » Il s'est avancé doucement, les mains ouvertes. Ce que j'ai fait, ou pas fait, c'est parce que j'ai eu peur. Peur que tu me repousses à cause de lui. Mais jamais je ne me suis approché de toi pour lui faire du mal. Je suis tombé amoureux de toi malgré lui, pas à cause de lui.
Ces mots sont tombés dans la pièce comme une pluie d'été, douce, mais surprenante. Tu es tombé amoureux? Ai-je répété, la voix serrée. Oui. Et je sais que j'ai tout gâché en te cachant ça. Mais je voulais te laisser le choix. Et maintenant, je te le donne. Il est sorti, sans attendre de réponse. Le soir même, Antoine est réapparu. Comme une mauvaise habitude. Je l'ai trouvé assis à la terrasse du café du village, sirotant un vin blanc avec un air satisfait. Ah, enfin, sourit-il en me voyant. J'ai cru que tu avais fui à nouveau. Je ne fuis plus. Je choisis, maintenant. Parfait. Alors choisis de revenir. Signons les papiers, mettons fin à cette parenthèse bucolique, et reprenons nos vies là où on les a laissées. Tu veux dire, là où tu les as laissées? Il a posé sa coupe, irrité. Tu crois quoi? Que tu peux rester ici, jouer à la fermière parfumée, vivre d'amour et d'huile essentielle. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai construit ici. Il a souri, un sourire froid. Tu veux parler de ton petit amant provincial? Tu sais qu'il est mon frère? Bien sûr que tu sais. Et tu penses qu'il est meilleur que moi? Il n'a jamais eu besoin d'écraser qui que ce soit pour exister. Contrairement à toi. Antoine s'est penché vers moi. Je te préviens, Isadora. Si tu refuses de coopérer, je fais sauter tous les accords. Le Brésil, la France, ta réputation. Je peux faire en sorte que personne ne te tende la main. Je me suis levée, tremblante, mais droite. Vas-y, tente. Je préfère être une inconnue honnête qu'une femme décorative dans ta vitrine. Je suis partie sans me retourner. Plus tard dans la soirée, j'étais de retour à la maison. J'ai retrouvé Suzette en train de préparer une infusion. Tu as les mains qui tremblent, dit-elle simplement. Il m'a menacée. Il croit que j'ai encore peur de lui. Elle a haussé les épaules. Alors montre-lui que tu n'en as plus. Je l'ai regardé. Une idée venait de naître. Sauvage. Inattendue. Puissante. Tu veux que je reprenne la boutique, un jour? Suzette a souri. Je te l'ai dit. Elle n'attend que toi. Alors il est temps que je la fasse grandir. Le lendemain, je suis allée à la mairie du village. Puis à la poste. Puis chez l'avocate locale, maître Katharina Leclerc, une femme directe, vive et respectée. Je veux savoir comment protéger ce que je construis ici. Et comment me libérer légalement de tout ce que j'ai avec lui. Elle m'a regardé avec un sourire en coin. Vous n'êtes pas la première femme à vouloir brûler ces anciens papiers dans un champ de lavande. Nous avons passé 2 heures à tout étudier. Mon mariage, mes droits, mes avoirs, la boutique, mon projet de marque. Quand je suis sortie de son bureau, j'avais un dossier sous le bras et un feu nouveau dans le ventre. Je n'étais plus la femme abandonnée. J'étais la femme qui décidait. Quelques jours plus tard, un événement inattendu s'est produit. Suzette a organisé une dégustation privée de ses parfums pour un couple de restaurateurs de Saint-Rémy-de-Provence, très connu dans la région. Elle m'a demandé de faire les présentations. Elle m'a même confié un flacon que j'avais moi-même imaginé. Une note de lavande, de sauge, et de citron confit. C'est ton essence, m'a-t-elle dit en me l'attendant. Le couple a été charmé. À la fin de la rencontre, la restauratrice m'a prise à part. Et si vous lanciez votre propre ligne? En seraient vos premiers clients. Cette nuit-là, dans la chambre sous les poutres, j'ai ressorti mon vieux carnet de croquis. Celui que j'avais oublié dans mes cartons à Paris. Mes idées. Mes couleurs. Mes formes. Je n'avais jamais eu de place pour elles dans ma vie d'avant. Maintenant, je pouvais leur offrir un monde. Et soudain, tout devenait clair. J'allais créer ma propre marque. Une ligne de parfums artisanaux. Inspirée de la terre, du cœur, de ce que j'étais devenu. Et peu importe ce qu'Antoine dirait. Le vent avait tourné sur Gordes. On le sentait dans les allées du marché, dans les regards échangés sur les bancs, dans les murmures des feuilles de laurier. Quelque chose changeait. Ou plutôt, quelqu'un. Moi. J'étais devenue une autre. Pas du jour au lendemain. Mais lentement. Silencieusement. Avec chaque lavande cueillie, chaque flacon préparé, chaque regard évité dans le miroir, jusqu'à ce que je n'ai plus peur de me regarder. Et pourtant, au cœur de cette transformation, un choix se dessinait. Un choix que je repoussais encore.
Julien et moi n'avions pas reparlé depuis sa révélation. Il était distant, discret, respectueux. Trop respectueux. Il me regardait avec cette pudeur que seuls les hommes blessés savent afficher. Il venait encore à la boutique. Il aidait sa grand-mère. Il me saluait d'un simple « salut », Isa, comme s'il ne voulait plus déranger mon souffle. Et moi, je faisais semblant d'être occupée, même quand mes mains tremblaient à son passage. Puis, un jour, il ne vint pas. Ni le lendemain, ni le surlendemain. C'était peut-être idiot, mais son absence me pesait plus que sa présence silencieuse. Pendant ce temps, Antoine s'agitait comme un faucon blessé. Il rôdait dans le village, lançait des regards assassins, prenait des cafés qu'il ne finissait jamais. Et un matin, il frappa à la porte de la maison de Suzette. Je n'étais pas seule. J'étais justement en train de parler avec maître Katharina, l'avocate du village, qui m'avait préparé un dossier complet pour l'annulation de notre régime matrimonial, et pour le lancement officiel de ma micro-entreprise. Antoine entra, sûr de lui. Comme toujours. C'est donc là que tu vis, murmura-t-il avec un sourire méprisant en regardant les murs de pierre et les étagères pleines de bocaux. Qu'est-ce que tu veux? Ai-je dit sans lever la voix. Tu veux vraiment que tout ça finisse devant les tribunaux? Tu crois que ça m'effraie? Je suis avocat, Isadora. Tu veux jouer à la guerre? Très bien. Mais tu vas perdre. Katharina se leva calmement. Vous êtes sur ma commune, monsieur Morel. Et si vous menacez ma cliente, vous ne perdrez pas seulement votre femme. Vous perdrez votre image. Et votre dignité. Il se figea, surpris. Une femme qui abandonne son mari sans explication? Voilà ce que vous défendez? Non, dit-elle. Je défends une femme qu'on a laissée seule au bord d'une route étrangère, humiliée, effacée, et qui a eu le courage de renaître. Antoine ouvrit la bouche, la referma, puis il partit. Pour la première fois, sans répliquer. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message inattendu. Un courriel d'un certain Théo Barré, designer de renommée à Marseille. Il disait avoir entendu parler de mon projet de parfumerie. Il disait que j'étais une femme de senteur et de lumière. Il voulait me rencontrer. C'est un ami d'un client du restaurant de Saint-Rémy, m'expliqua Suzette avec un clin d'œil. Apparemment, ton parfum leur a laissé une trace. C'était une opportunité en or. Travailler avec un designer reconnu. Faire rayonner mes créations. Avoir un atelier. Des boutiques. Des vitrines. Mais cela voulait aussi dire, quitter Gordes. Laisser Suzette. Laisser l'essence des saisons. Laisser Julien. Un soir, alors que j'étiquetais des flacons avec les mains tremblantes, Suzette est venue s'asseoir près de moi. Elle portait un vieux gilet tricoté, et ses mains tremblaient légèrement. J'ai vu le courrier du notaire, murmura-t-elle. Je la regardai, confuse. Quel courrier? Celui que j'ai reçu hier. Mes examens ne sont pas bons. Très pas bons. Un silence est tombé, plus lourd qu'un orage d'été. Tu vas? Bientôt. Mais ce n'est pas important. Comment tu peux dire ça? Parce que j'ai vu ce que je devais voir, toi. Elle a pris ma main, ses yeux brillants. Je t'ai regardé vivre, jour après jour, dans cette maison. Tu as rapporté la lumière. Et je veux que ça continue, avec ou sans moi. Elle a sorti une feuille, pliée en 3. Elle l'a posée sur la table. Fais un acte. Une donation. Si tu veux, l'essence des saisons devient à toi. Je suis restée sans voix. Les larmes sont montées. Je n'arrivais même plus à parler. Je ne sais pas quoi dire. Dis-moi simplement que tu vas écouter ton cœur. Et faire le bon choix. Pas pour moi. Pas pour Julien. Pas pour Antoine. Pour toi. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon carnet de croquis, et je me suis posé une seule question. Qui est Isadora maintenant? Et la réponse est venue. Pas en mots. Mais en parfum. Lavande, pour la terre. Basilic, pour la clarté. Figue, pour les souvenirs. Ambre, pour la force. C'était mon parfum. Celui de ma renaissance. Le lendemain, j'ai contacté Théo Barré. On s'est parlé au téléphone. Votre projet est ambitieux, dit-il. On pourrait faire quelque chose de beau ensemble. Je suis touchée, ai-je répondu. Mais je ne veux pas partir. Je veux faire grandir ma terre. Il a ri doucement. Alors restez. Et si un jour vous avez besoin de moi, vous saurez où me trouver. Puis, il restait Julien. J'ai pris le chemin de son atelier,
Un petit local à l'entrée du village. Il était là, en train de peindre un olivier. Il leva les yeux en me voyant. Je croyais que tu ne voulais plus me voir, dit-il calmement. J'ai eu peur. Tu m'as bousculé, Julien. Je sais. Je me suis avancé. J'ai sorti une petite fiole de ma poche. Mon parfum. Notre parfum. C'est pour toi. Il s'appelle l'inattendu. Il le prit. Le sentit. Ferma les yeux. Puis souffla. Il sent comme toi. Mais aussi un peu, comme moi. Tu veux qu'on essaie, Julien? Pas à cause de nos blessures. Pas pour se guérir. Juste pour exister ensemble. Il me regarda, avec ce sourire léger et profond. Je ne veux rien d'autre. Le village semblait en paix. Le soleil caressait les toits de tuiles, les cigales chantaient encore, comme si rien ne pouvait troubler la quiétude de Gordes. Mais à l'intérieur de moi, c'était un tumulte. J'avais dit oui à Julien. Oui à nous. Oui à la possibilité d'un futur doux, imparfait, construit à deux. J'avais dit non à Antoine. Non à la manipulation. Non à la dépendance. Non à mon ancienne vie. Et pourtant, je sentais que quelque chose n'était pas encore complètement réglé. Suzette était de plus en plus fatiguée. Elle avait beau garder son sourire, elle s'essoufflait rapidement. Elle ne parlait jamais de sa santé, mais je le voyais dans ses gestes plus lents, dans son regard qui se perdait parfois dans le vide. Un matin, je suis descendue dans la cuisine et je l'ai trouvée assise devant une boîte à lettres poussiéreuse, en bois. Le genre de choses oubliées dans un coin de grenier. « Tu veux un café ?» lui ai-je demandé doucement. Elle a levé la tête, les yeux embués. J'allais t'en parler. Je crois que c'est le bon moment. Je me suis assise en face d'elle. Me parler de quoi? Elle a ouvert la boîte. À l'intérieur, des lettres. Vieilles. Écrites à la main. Liées par un ruban fané. J'ai eu une fille, dit-elle soudainement, les yeux dans les miens. Un frisson m'a parcouru. Quoi? Avant tout ça. Avant la boutique, avant Julien, avant le veuvage. J'étais jeune. J'ai aimé quelqu'un. Et de cet amour, est née Éléonore. Elle marqua une pause, les mains tremblantes sur les lettres. Elle avait 19 ans quand elle est partie. Elle ne voulait pas de cette vie, de ce village, de la lenteur. Elle est partie à Paris. Je lui écrivais chaque semaine. Elle n'a jamais répondu. Ou presque jamais. 3 lettres, en 20 ans. Je ne savais pas quoi dire. Mon cœur battait plus fort que jamais. Et Julien? Julien est le fils de mon fils. Celui qui est mort jeune, dans un accident de voiture. Il n'avait que 28 ans. Alors j'ai élevé Julien comme le mien. Elle releva les yeux. Mais toi, tu es la fille que je n'ai plus. Et c'est pour ça que je t'ai donné tout ça. Pas pour me remplacer. Pour compléter ce qui manque. Une larme a roulé sur ma joue. Je suis allée vers elle, je l'ai prise dans mes bras. Tu m'as sauvée, Suzette. Tu sais ça? Non, chérie. C'est toi qui m'as ramenée à la vie. Ce jour-là, j'ai compris que ce que nous avions créé ensemble allait bien au-delà d'une boutique, d'un parfum ou d'un champ de lavande. C'était une transmission. Une renaissance mutuelle. Mais l'univers ne laisse jamais la lumière s'installer sans lancer une dernière ombre. Et cette ombre, comme toujours, s'appelait Antoine. 3 jours plus tard, Julien est arrivé à la boutique, le visage fermé. Antoine a déposé un recours. Quoi? Il conteste la séparation des biens. Il dit que tu es instable, que tu as été manipulé, que tu es psychologiquement fragile. J'ai senti la colère monter d'un coup, violente. Comment ose-t-il? Il a joint des photos. De toi, il y a 6 mois. Amaigri, seul, sur le bord de la route. Il a même retrouvé un serveur du café où vous vous êtes disputé. J'ai eu envie de hurler. Mais Julien s'approcha, posa ses mains sur mes épaules. On ne va pas le laisser faire. Katharina est déjà sur le coup. Mais il faut que tu sois prête. Il ne lâchera pas. Pas tant qu'il ne sera pas discrédité ou désarmé. J'ai levé les yeux vers lui. Alors on va le désarmer. Ce que je ne savais pas encore, c'est que Suzette, elle, préparait déjà la dernière arme. Le lendemain, elle me fit signe de la rejoindre dans l'atelier, à l'arrière de la maison. Elle tenait une petite boîte noire, simple, sans fioriture. C'est pour lui,
dit-elle. Pour Antoine. Qu'est-ce que c'est? Une note. La plus forte que j'ai jamais créée. Un parfum qu'il n'oubliera jamais. Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, un flacon d'un vert profond, comme les oliviers au crépuscule. Lavande, musc, bois brûlé, et une touche de figue amère. Elle me tendit le flacon. Il s'appelle Révélation. Je le pris. Et je compris tout. Ce parfum, ce n'était pas une vengeance. C'était une signature. Un sceau. Une vérité olfactive. Intime. Inoubliable. Le jour où Antoine fut convoqué par la mairie pour finaliser les papiers de rupture officielle, je m'y rendis. Accompagné de Julien, de Katharina, et de Révélation dans mon sac. Il était là. Assis. Impeccable. Arrogant. Il me vit arriver et lança. Enfin décidé à redevenir raisonnable? Je ne répondis pas. J'ouvris la boîte. Je posai le flacon sur la table. Sans ça, Antoine. Il me regarda, dédaigneux. Tu veux m'envoûter avec tes potions de bonne femme? Sens. Juste une fois. Il ouvrit. Inspira. Et là, silence. Un long silence. Ses yeux vacillèrent. Son sourire se fendilla. C'est quoi, ça? Ce que je suis devenu sans toi. Ce que tu n'as jamais su respirer. Il ne répondit pas. Il se leva. Recula. Murmura un c'est terminé, puis sortit sans signer. Mais Katharina, maligne comme une fouine, avait déjà tout préparé. Le dossier était complet. Il suffisait de ma signature. Et ce jour-là, je signais. Enfin. Libre. Ce soir-là, nous avons tous dîné dans le jardin. Suzette, Julien, Katharina, et quelques voisins devenus amis. Les guirlandes lumineuses tremblaient dans le vent chaud, les verres tintaient, les rires éclataient. Et moi, je respirais. Pour de vrai. Julien me regarda, puis murmura. Tu es belle ce soir. Ce soir seulement? Non. Ce soir, tu sais que tu le es. C'est différent. Je lui souris. Et je sus que le moment était venu. Pas de fuite. Pas de doute. Juste la vie. 2 semaines avaient passé depuis la signature. Antoine était parti. Sans éclat. Sans vengeance finale. Juste avec ce parfum sur la peau qu'il ne pourrait jamais oublier. Il avait perdu. Pas parce que je l'avais humilié. Mais parce que je m'étais choisi moi-même. Quant à Julien, il était là. Toujours là. Discret mais présent, attentif sans étouffer. Son amour n'était plus une promesse. C'était une évidence. Et Suzette, oh, Suzette. Elle avait repris un peu de force. Ou plutôt, elle l'économisait. Elle disait souvent. Maintenant que j'ai tout transmis, je peux partir tranquille, mais j'ai encore quelques couchers de soleil à regarder. Alors on les regardait ensemble. En silence. Ce matin-là, je me réveillais avec une sensation étrange. Un frisson, comme un changement dans l'air. En bas, une lettre m'attendait. Une enveloppe crème, l'élégance incarnée. Expéditeur. Théo Barré. Je l'avais presque oublié. Ce créateur marseillais qui voulait que je travaille avec lui. Je l'ouvris, intrigué. Le papier était épais, l'écriture manuscrite. Chère Isadora, je n'ai pas oublié notre échange. Je t'ai laissé le temps. Aujourd'hui, je t'écris pour te proposer une chose différente. Un terrain vient de se libérer à Cassis, en bord de mer. Un lieu parfait pour un espace partagé, galerie, parfumerie, jardin d'essence. J'ai pensé à toi. Je veux que ce projet soit le tien aussi. Tu n'as pas à quitter Gordes si tu ne veux pas. On pourrait créer un pont entre les 2 lieux. Et si tu dis non, je comprendrai. Mais si tu dis oui, alors je t'ouvre une porte. Théo. Je suis resté figé. Une 2e chance. Pas pour fuir, mais pour étendre mes ailes. Dans l'après-midi, je suis allé dans l'atelier. Julien peignait, les doigts tachés d'ocre. Tu as une tache sur la joue, dis-je en m'approchant. Il sourit. J'en ai sûrement aussi sur le cœur. Je sortis la lettre de Théo. Il lut en silence, puis leva les yeux vers moi. Tu veux y aller? Je ne sais pas. Il me regarda longtemps, puis dit, simplement. Si tu pars, je te rejoindrai. Et si je reste?
Alors je construirai avec toi ici. Je souris. Il ne me forçait à rien. Il me proposait d'exister à mes côtés, où que je sois. Le soir, tout le village était réuni sur la place. C'était la fête des récoltes, l'événement annuel le plus attendu. Musique, lanterne, dégustation. Mais cette fois, on m'avait demandé de faire un petit discours. « Tu es prête ?» souffla Suzette en me tendant la main. Je crois que oui. Je montai sur l'estrade improvisée. Le cœur battant. Tous les visages étaient tournés vers moi. Des amis. Des inconnus devenus famille. Et Julien, au premier rang. Je pris une inspiration. Il y a quelques mois, je suis arrivée ici par accident. J'avais perdu un mari, mais surtout, je m'étais perdue moi-même. Et dans ce village, dans cette boutique, dans ces champs, je me suis retrouvée. Je marquais une pause. Aujourd'hui, je suis libre. Libre de créer, d'aimer, de rester, ou de partir. Et je suis fière de vous dire que bientôt, une deuxième boutique verra le jour. À Cassis, au bord de la mer. Des murmures d'excitation parcoururent l'assemblée. Mais l'essence des saisons restera ici. Ce lieu, c'est ma racine. Et avec vous, j'ai trouvé ce que je cherchais, un chez moi. Les applaudissements éclatèrent. Je descendis de la scène, le cœur léger. Julien m'attendait. Alors ? dit-il. Je pris sa main. On a 2 maisons, maintenant. Il rit. Il me serra fort. Et à cet instant, je sus que j'avais gagné ma vie. Quand on y pense, cette histoire aurait pu finir si différemment. Isadora aurait pu rester là, figée à jamais dans cette ruelle de Gordes, prisonnière d'un abandon aussi cruel qu'inattendu. Elle aurait pu rentrer à Paris, se taire, se recroqueviller sur sa douleur, comme tant de femmes qui n'ont jamais le droit de dire « je mérite mieux ». Mais elle a choisi une autre voie. Elle a choisi de se relever, pas à pas, au rythme des chants de lavande, des silences de Suzette, et du regard honnête et profond de Julien. Ce n'était pas facile. Il a fallu tout reconstruire. Recommencer sans rien. Revoir son image, sa dignité, sa valeur. Et cela, mes amis, c'est le chemin le plus difficile qu'un être humain puisse emprunter, le chemin vers soi-même. Cette histoire nous a emmenés bien plus loin qu'un simple récit romantique. Elle a révélé la fragilité des relations humaines, les illusions de la sécurité matérielle, et la beauté de la reconstruction intérieure. Nous avons vu une femme passer du statut de déposée à créatrice, de soumise à responsable, des ombres à lumière. Et au fond, cette histoire, c'est peut-être un miroir pour beaucoup d'entre nous. Qui n'a jamais été brisé, trahi, oublié ou rabaissé ? Qui ne s'est jamais senti seul, dans une ville inconnue, sans repère, sans voix pour appeler à l'aide. Mais cette voix, elle existe. Elle peut surgir d'un champ de lavande, d'un regard bienveillant, ou même d'un écran, comme celui sur lequel tu lis ces lignes aujourd'hui. Alors, si cette histoire t'a touché, si tu as souri, pleuré ou simplement ressenti quelque chose de vrai en la lisant ou en l'écoutant, je t'invite à laisser ton like, à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche pour recevoir d'autres récits comme celui-ci. Ce n'est pas seulement une histoire parmi d'autres. C'est un témoignage de vie. Un appel à croire que même au fond du puits, même dans la douleur, même dans l'abandon le plus profond, il existe une sortie. Il existe une main tendue. Et cette main, parfois, elle ne vient pas d'un homme, ni même d'une femme, mais de quelqu'un de plus grand, de plus parfait, de plus fidèle. Tu sais, en suivant le parcours d'Isadora, j'ai pensé à ce verset. Il est simple, mais il contient toute la profondeur de l'amour véritable. Il se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, verset 16. Peut-être l'as-tu déjà entendu. Peut-être c'est la première fois. Écoute bien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3h16. Quel verset extraordinaire! Quel mystère merveilleux! Dieu, le créateur de l'univers, l'invisible, l'éternel, t'aime. Pas d'un amour vague, froid, religieux. Non. Un amour personnel, profond, bouleversant. Il t'aime tellement qu'il a donné son propre Fils, Jésus-Christ, pour te sauver,
pour te relever, pour t'accueillir à nouveau dans ses bras, même si tu as fui, même si tu as chuté, même si tu t'es perdu. Jésus, lui aussi, a connu l'abandon. Cloué sur une croix, rejeté, humilié, il a porté tout ce que nous portons, nos peurs, nos fautes, nos silences, nos regrets. Et il l'a fait par amour. Pas pour une religion, pas pour un système, pas pour des apparences. Il l'a fait pour toi. Pour toi, là, maintenant, qui lis ces lignes, qui peut-être sent ton cœur battre plus fort sans trop savoir pourquoi. Ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si tu es tombé sur cette histoire, ce n'est pas seulement pour suivre le parcours d'une femme courageuse. C'est parce que Dieu voulait que tu entendes son appel. Il voulait te rappeler que tu n'es pas seul. Que tu es aimé. Et qu'il y a un chemin. Un vrai. Un chemin de pardon, de paix, de guérison. Il ne te demande pas d'être parfait. Il ne te demande pas de comprendre la Bible par cœur, ni de réciter des prières compliquées. Il te demande une chose, croire. Lui ouvrir ton cœur. Accepter que tu as besoin de lui. Reconnaître que seul, tu n'y arrives pas. Et que tu veux marcher avec lui. Comme Isadora a dû faire un choix à un moment, rester figé dans le passé ou avancer vers la lumière, toi aussi, tu as un choix à faire. Tu peux fermer cette page, continuer ta vie comme si de rien n'était. Ou tu peux dire, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu m'aimes. Viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Sauveur, mon Seigneur, mon ami. Pardonne-moi. Transforme-moi. Et marche avec moi. Ce n'est pas une formule magique. C'est une décision spirituelle. Une prière sincère. Et si tu le fais de tout ton cœur, alors tout commence aujourd'hui. Car Dieu ne te promet pas une vie sans douleur. Mais il te promet une vie avec lui. Et quand Dieu marche avec toi, tu peux traverser les vallées les plus sombres, les tempêtes les plus violentes, sans jamais tomber. Parce que tu n'es plus seul. Tu es aimé, sauvé, soutenu, renouvelé. Peut-être qu'au fond, l'histoire d'Isadora, c'est une parabole moderne. Une métaphore du cœur humain. Elle croyait être perdue à jamais. Mais elle a trouvé une maison, un amour, une mission. Et toi aussi, tu peux trouver ta vraie demeure. Pas dans un lieu, mais dans une relation avec Jésus-Christ. Il te connaît. Il connaît ton nom. Il connaît ton passé. Il connaît tes douleurs, tes échecs, tes silences. Et malgré tout ça, il t'aime. Il t'attend. Il est là. Et sa voix murmure encore. Je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3h20. Alors, qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Restes-tu figé dans ton passé, comme Isadora au tout début de son histoire? Ou veux-tu faire le premier pas, tendre la main, dire oui à celui qui t'aime depuis toujours? Si tu veux prier, là maintenant, répète doucement ces mots, même à voix basse. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu es mort à la croix pour mes fautes, et tu es ressuscité pour me donner la vie. Pardonne-moi. Change mon cœur. Entre dans ma vie. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je ne veux plus marcher seul. À partir d'aujourd'hui, je marche avec toi. Amen. Si tu as fait cette prière, je veux te dire de tout mon cœur, bienvenue dans la famille de Dieu. Tu n'es plus seul. Tu as des frères, des sœurs, une espérance. Tu as un avenir, un père, une éternité.